La résolution, c'est extrêmement important, surtout qu'on fait des prints qui sont de grand format pour des galeries. Donc, il y a une exigence quant à la qualité du format. Et désormais, plus on est grand et mieux c'est. Et je m'autorise de cropper un peu l'image, de recadrer. Et donc oui, que ce soit pour des doubles pages ou des très grands formats en exposition, la résolution est extrêmement importante. Tout comme aussi les high ISO, c'est-à-dire les ISO, les hauts ISO qui sont aussi pour la photographie d'une manière indispensable. Parce que j'adore photographier au moment crépusculaire et c'est là qu'il se passe énormément de choses. Et donc je m'autorise parfois à monter à 50 000, 100 000 ISO, quoi. Donc oui, il me faut une bonne résolution. Mais c'est toujours le compromis. Où là, on aura peut-être une différence, ce compromis entre cette haute résolution et puis ces hauts ISO. La rapidité de l'autofocus, la cadence qui est rapide, le silence, c'est-à-dire aucun bruit, pas de miroir qui vient obstruer la vision. C'est génial. Vous venez d'entendre le témoignage de l'immense photographe animalier Vincent Munier qui partage ses premières impressions après la découverte et la prise en main du nouveau Nikon Z9. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et vous écoutez l'émission spéciale Nikon de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Aujourd'hui, nous vous proposons une grande émission spéciale sur le nouvel hybride professionnel de Nikon, le Z9. Dans cet épisode, nous allons tout vous dire sur cet appareil hors du commun avec les témoignages de nombreux photographes et vidéastes ambassadeurs Nikon qui ont eu la chance de pouvoir l'utiliser sur le terrain. Attachez vos ceintures, c'est parti! Nikon Z9. Unstoppable. T'as entendu, Benjamin, on dirait le teaser d'un gros blockbuster américain. Alors évidemment, c'est pas la bande-annonce du prochain film de Denzel, mais bien celle du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Comment vas-tu, mon ami Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, aujourd'hui ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. Je croyais que c'était la bande-annonce de Dune, mais ça pète bien, ouais, c'est sympa. Ça va être chouette de pouvoir poser plein de questions autour du Z9, le premier boîtier pro Nikon en monture Z. Évidemment, et pour cette émission spéciale, on a le plaisir d'avoir avec nous autour de la table, à nos micros, deux invités que je vais présenter tout de suite. Je vais commencer par Julie Kogis. Alors Julie, on te connaît dans ton domaine de prédilection, qui est l'univers de la motocross, sous le nom de MX Julie. Tu es une photographe de terrain et d'action. Tu es photographe professionnel autodidacte depuis une dizaine d'années. Tu couvres les plus grandes compétitions de motocross en France et à l'international. Tu es en charge de la communication visuelle de certains teams et pilotes et tu travailles pour différentes marques de cet environnement. Tu as toujours travaillé en réflexe Nikon avec des D5 et D4S. Ta première expérience avec un appareil hybride a été avec le nouveau Nikon Z9 et depuis, tu harcèles littéralement Nikon pour qu'il te mette à disposition deux boîtiers pour couvrir la saison 2022 des compétitions de motocross qui va bientôt commencer. Bonjour à toi Julie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous. Et pour t'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir Roland Serbiel. Roland, tu es le responsable avant-vente de Nikon France. Cela fait près de 25 ans que tu travailles chez Nikon. Tu as occupé diverses fonctions au sein du service technique et SAV, comme coordinateur des formations de la Nikon School et comme chef de projet B2C et B2B. Tu es l'un des plus grands spécialistes des produits Nikon et tu connais évidemment sur le bout des doigts le nouveau Z9 qui vient tout juste d'être annoncé. Bonjour à toi Roland, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Mais bonjour à tous. Alors, plus grand spécialiste, non, les vrais spécialistes, ils sont au Japon, c'est ceux qui ont construit les appareils. Moi, j'ai juste la chance de l'avoir eu en main un petit peu plus tôt et de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Voilà qui est dit. Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages d'ambassadeurs Nikon avec la vidéaste Aurélie Gonin, le photographe Thibaut Chape, le photographe Little Chao et enfin Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication de Nikon France. Voilà un très beau casting, mon cher Benjamin, C'est pas pour mal, cette c'est pas émission mal. spéciale Nikon. Alors on va donc parler du nouveau Z9, l'hybride pro de la photo et de la vidéo qui a été annoncé il y a quelques semaines et qui sera disponible très prochainement. Le Nikon Z9, c'est votre vaisseau amiral des hybrides de la gamme Z. C'est l'appareil conçu pour les photographes et vidéastes professionnels. C'est l'appareil qui va faire chuter vos ventes de D6. C'est votre réponse au Sony A1 et au Canon EOS R3. Mon cher Roland, du coup, c'est quoi un hybride professionnel pour Nikon ? Un hybride professionnel pour Nikon, c'est avant tout un outil de travail, mais également un outil de loisir créatif. J'aurais tendance à dire que vous le placez en hybride. Moi, je le présente un petit peu comme la saison 2. Je m'explique, on est dans cette logique un petit peu des séries télé, si je puis dire, où il y a des épisodes. On parlait de blockbuster, ouais, au Ouais, début, on est dedans. en plein, ouais, c'est quand je vous ai entendu ça, je me suis dit, tiens, mon parallèle, il doit être bon là-dessus. Où en fait, on a eu la saison 1 qui était juste passionnante, qui était l'arrivée des Z avec la monture, et qui était réellement la saison de la lumière. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a perçu. Puis on avait plein d'épisodes. Ça, c'était août 2018. Ça, C'est c'était il y a 3 Z6, ans. Z7. Ouais, c'est arrivé, c'était il y a 3 ans. Et puis des épisodes passionnants comme le Noct, qui était là pour prouver la force de la baïonnette, la monture à 0,95. Après, on a eu les Optic 1.2, qui était un petit peu la preuve de ce choix de tirage mécanique, puisqu'on ne savait pas faire d'Optic 1.2. Ensuite, dans la vidéo, on était attendu. Bon, on a lancé le ReproRes, on a lancé le Biro, et c'est vrai que cette saison 1, en fait, sur les hybrides, a permis de tester plein de choses, et j'en oublie. Et puis là, on arrive sur cette saison 2, qui est avec le Z9, et qui pour moi est la saison un petit peu de la data, parce que finalement, la saison 1, c'était tout ce qui était de la lumière jusqu'au capteur. Et aujourd'hui, c'est du capteur jusqu'à la ventilation des images. Et c'est vrai que c'est une saison qui s'annonce juste passionnante, quoi. Alors du coup, la gamme des boîtiers Z, elle est complète maintenant. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour du propriétaire ? Alors, il y a plusieurs façons de la voir, cette gamme. Il y a soit de façon technique, on va la structurer par capteur, mais la moyenne, moi, je serais plutôt à la structurer par usage. C'est vrai que le Z9, c'est un outil de travail à part entière, mais qui est surtout l'outil de travail pour tous ceux qui ont besoin de rapidité. Donc là, on retrouve de l'animalia, on retrouve du sport, pour tous ceux qui ont besoin de robustesse également. Ok, ça, c'est la partie premier boîtier. Ensuite, si on descend un petit peu, pour tous les photographes qui font de l'illustration, on aura le Z7 II. Donc là, on est plutôt dans un mode de capture un petit peu plus tranquille, mais on recherche de l'être définition. 45 millions de pixels, le Z7 II. Exactement, ouais. Comme le Z9. Et comme le Z9, ouais, comme le c'est Z9, ça. tout simplement. Ouais. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir une petite standardisation où on a ces deux formats, 24 d'un côté ou 45 de l'autre. Le petit frère, c'est le Z6 II, qui lui est un super outil véloce, sensible. Et on peut mettre un grip. Oui, on peut mettre Bravo. un grip. Oui, mais c'était attendu. Exactement, ouais. Donc, qui permet également de faire de très bonnes vidéos. Puis ensuite, il y a son petit frère qui est le Z5. Et puis ensuite, il y en a 2 qui sont en format DX, dans des capteurs plus petits, avec 2 utilisations complètement différentes, plutôt moderne, le Z50, et puis plutôt néo-vintage, le ZFC. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, Nikon, vous avez fait le choix d'utiliser une seule et même monture unique pour tous vos hybrides, qu'ils soient équipés d'un capteur au format 24-36 ou équipés d'un capteur au format APS-C. Comme sur la Reflex, d'ailleurs. Oui, c'est la même logique. On fait les optiques de réflexe adaptées également grâce aux bagues FTZ et FTZ2. J'aurais tendance à dire, parce qu'on me demandait ce qui était un outil professionnel tout à l'heure, où j'ai répondu en partie. Ce qui me paraît important avec le Z9, et c'est là où on met tout à plat, c'est son utilisation. J'entends par là, puisqu'on est un petit peu aussi dans les métiers de la vente, jusqu'à présent, c'était dis-moi quel photographe tu es, je te dirai quel produit te correspond. C'était un petit peu ça, l'acte de vente. Et aujourd'hui, avec ce choix du Z9 d'avoir un boîtier qui est très puissant dans tous les domaines et du coup qui est très polyvalent, on se retrouve avec un formidable outil, et le choix de la spécificité métier va se faire aujourd'hui plus par le choix des optiques ou au nom de la bague d'adaptation, plutôt que par le choix de ce boîtier qui est juste magique. Enfin, vous avez quand même déjà le parti pris d'intégrer la fameuse poignée, de faire un monobloc, qui est déjà aussi un choix fort, hein, par rapport à la concurrence qu'on a pu citer tout à l'heure,
chez certains. Alors c'est vrai que dans les utilisateurs, il y a deux courants. Il y a les pros du monobloc, il y a ceux qui ne sont pas du tout monobloc. En fait, il y a ceux qui recherchent des solutions légères parce qu'ils ne veulent pas être vus. Et il y a ceux qui sont sur des actes photographiques plus engagés où le fait d'être monobloc, je tiens bien les téléobjectifs, je passe un cadrage vertical très facilement, j'ai tous les boutons de retour qui sont bien, et puis surtout j'ai un accu qui tient bien, qui tient la journée, plutôt que d'avoir 2-3 accus dans la poche échangés. Donc finalement, c'est plus une philosophie de prise de vue pour moi que réellement un parti pris technique. Alors Roland, dis-moi, où en sont les photographes professionnels, utilisateurs de Nikon, de leur transition à l'hybride ? Alors j'ai beaucoup écouté, parce que depuis qu'on l'a lancé, on a lancé des journées portes ouvertes en magasin, où on a pas mal écouté, on a eu des salons comme Antiander, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour beaucoup, en fait, ils attendaient la maturité, finalement, de l'outil. Et on se rend compte qu'il y a ceux qui sont rentrés dans l'hybride, qui ont déjà découvert, qui ont travaillé des Z6, Z6 II, pour qui le Z9 intéresse. Mais il y a tous ceux qui, comme Julie, en fait, sont en attente, sont avec des solutions réflexes, type D4S, D5, D6, et qui attendaient tranquillement que Nikon joue la carte. Je dis tranquillement parce qu'on sort quand même de plus de 2 années de Covid. Et c'est vrai que ça n'a pas facilité nos vies de sortie de produits. Oui. Donc c'est ça, c'est-à-dire que la cible première de ce Nikon Z9, c'est les utilisateurs de D5 et D6. Pas que. Non, j'ai tendance à dire c'est un outil qui offre plein de possibilités. Donc, bienvenue. Si un photographe professionnel peut faire des nouvelles images parce que les capacités du boîtier le permettent, c'est une bonne chose. Surtout qu'on parle beaucoup de photos, mais il y a les vidéos aussi quand même. Oui, c'est bien sûr. C'est surtout ça. Oui, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est qu'il a des capacités vidéo qui sont jamais vues sur un hybride, qui sont plutôt à hauteur des caméras. Sauf que par rapport à des caméras qui sont à 2-3 fois le prix, on rajoute des autofocus, on rajoute de l'autonomie, on rajoute des optiques un petit peu différentes. Donc, il y a un attrait pour des nouvelles solutions. Donc, dire que ça cible que les Nikonistes qui sont sur des solutions réflexes, je pense que c'est plutôt rédhibitoire. Moi, je vois plutôt ça comme de nouvelles opportunités de capture, image animée ou image fixe, peu importe. Et si ce produit-là peut aider à répondre, tant mieux. Et vis-à-vis de la vidéo, parce que effectivement, Nikon n'est pas un acteur historique de cette industrie, de ce secteur d'activité. Est-ce que Nikon maintenant a trouvé sa place dans cet univers qu'est la vidéo ? Ça monte tranquillement en puissance. On l'a déjà vu avec l'arrivée des S6 II quand on a fait les différentes mises à jour en Biro et puis en RAW ProRes, où il y a une clientèle qui a commencé à nous regarder. Et puis là, j'avoue que oui, j'ai des nouveaux vidéastes qui nous ont téléphoné ou parti pris très intéressant. Ouais. Donc ça, pour moi, ça rentre là-dedans. Au point de vue constructeur, par contre, on va fouiller un petit peu la réponse. On va surtout se rendre compte que le design des optiques est fait pour de la vidéo, avec les capacités de passer au noir sur des bacs supplémentaires, avec les fonctions de focus briefing qui permettent de mieux créer l'image. Donc finalement, les produits vidéo, ils se construisent, ils sont là, ils se construisent. Le plus dur, en fait, c'est de changer les habitudes, comme souvent, parce qu'on est sur des professions où il y a le sujet, il y a le commanditaire, il y a la partie commerciale, et puis il y a le matériel. Et puis des fois, le matériel, faut qu'il réponde à nos habitudes. Et là, bienvenue à tous les nouveaux vidéastes. Puis on est là pour vous aider un petit peu à changer d'habitude et puis à produire de nouvelles choses. Bon, et de toute façon, vis-à-vis de la vidéo, Nikon organise depuis 11 ans un festival qui est devenu au fil du temps incontournable pour la jeune génération de réalisateurs. C'est évidemment le Nikon Film Festival. Je vous propose d'écouter Nicolas Gillet, le directeur marketing et de la communication de Nikon France, nous présenter le thème de la prochaine édition, la 12e, ainsi que la composition du jury. Il va aussi nous donner de précieux conseils pour les potentiels futurs participants. On l'écoute. Effectivement, on lance tout juste notre 12e édition. Cette année, le thème, c'est un rêve, de quoi je crois inspirer beaucoup les participants. Et donc cette année, le jury il sera présidé par Gilles Lelouch, réalisateur, acteur et scénariste. Et il sera accompagné en fait d'une équipe de choc avec notamment Lina Coudry, qui est pas mal dans l'actualité en ce moment, Audrey Diwan, qui a travaillé notamment sur le scénario de Bac Nord. On aura Pierre Lescure, président du Festival de Cannes. Il y aura Aïssa Maïga, il y aura Augustin Trapenard, il y aura Clara Runaway, il y aura Judith Chalier, qui est une directrice de casting, Pascal Faure, qui travaille pour Brutix, il y aura également Julien Neutre du CNC, et Alexandre Dino, bien sûr, de chez nous, qui
organise tout cet événement. La première étape, c'est quand on dévoile le thème. Tous les fans de l'événement et les jeunes réalisateurs qui veulent se lancer dans cette aventure scrutent en fait nos réseaux sociaux pour connaître le thème le plus rapidement possible. Ensuite, les participants ont, alors cette année jusqu'au 25 janvier, pour uploader leur film sur notre plateforme, sur le site donc festivalnikon.fr. Les contraintes sont assez simples. Il faut simplement respecter le thème de l'année en question et respecter surtout plus la durée du film qui doit être de 2 minutes 20 maximum et minimum. Ça permet en fait d'avoir un format qui est extrêmement dynamique. C'est un gros challenge parce que ça nécessite de créer en fait son scénario et une histoire en un temps extrêmement court, mais ça a là aussi l'avantage de demander une production et un coût qui n'est pas forcément hyper important. On a plein d'exemples en fait de lauréats ou de gens qui étaient dans les finalistes qui n'avaient que de très petits budgets pour participer. Il faut avoir la bonne idée, la bonne équipe et avoir l'envie. La dernière étape derrière, c'est évidemment toute la sélection. Parmi tous les films qu'on reçoit, on en sélectionne en fait 50 qui sont donc les finalistes, qui sont bien mis en avant à la fois dans les projections en cinéma, qu'on monte en fait ces 50 films comme un long métrage de 2 heures et qui est diffusé avec nos partenaires, notamment le Grand Rex et le réseau CGR. Et ensuite, le jury que j'ai cité tout à l'heure se réunit pour débattre et donner en fait les prix parmi ces 50 finalistes. Il y a un autre point important que j'ai pas mentionné, c'est qu'une fois que les films sont mis en ligne, on ouvre en fait la plateforme. Et donc le 1er février, c'est le jour de la diffusion en fait de tous les participants. Et donc le public est invité à se connecter sur le site du Festival Nikon pour aller voter pour le film préféré. Et c'est le public qui déterminera donc le prix du public. Et donc, je vous invite à nous retrouver sur le site festivalnikon.fr pour soit participer avant le 25 janvier et sinon, dans tous les cas, pour voter à partir du 1er février sur la plateforme. Alors moi, je suis toujours sur le cul, pardonnez-moi l'expression, de ce jury de festival qui, année après année, de plus en plus prestigieux. C'est bien la preuve qu'il y a une forte légitimité sur cet événement, Roland. Dans tous les cas, c'est un festival qui marche très très bien parmi les festivals vidéo. Et il y a de la légitimité, mais il y a aussi le travail d'Alexandre. Il a cité rapidement Alexandre Dino. Alexandre Dino, chez nous, il gère également tous les réseaux sociaux et je suis admiratif du travail. En fait, c'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a 10-12 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus belle récompense, c'est croiser quelqu'un dans un salon qui dit « Ouais, j'ai fait en Nikon ». Et c'est devenu une appellation « J'ai fait en Nikon », ça veut dire que j'ai fait ce petit court-métrage et j'ai été reconnu. J'ai fait en Nikon. Bon, c'est super. On invite évidemment tous les auditeurs, nos auditeurs, à tenter leur chance, s'ils le souhaitent, sur la 12e édition ou à aller voter quand les 50 finalistes auront été présélectionnés. Et ce n'est pas que pour les vidéastes. Il y a des photographes qui ont des belles idées. Vous parliez tout à l'heure de Vincent Munier, qui est un photographe qui est passé à la vidéo et qui a très bien réussi puisqu'il était quand même nominé à Cannes. S'il y a des photographes qui se mettent à faire le Nikon Film Festival, et qui ont un Nikon, c'est bien aussi. Et allez voir La Panthère des Neiges le 15 décembre au cinéma. Et oui, et on aura l'occasion d'en reparler à ces micros très prochainement. Ça se pourrait bien. Julie, on t'a pas beaucoup entendu depuis le début de l'émission. Alors si j'ai bien compris, donc le Z9, c'est ta première expérience avec un hybride. Ça veut dire qu'avant tu travaillais avec des réflexes. Qu'est-ce que tu utilisais comme matériel ? J'utilisais et j'utilise pour le moment toujours un D4S et un D5. Et au niveau optique, je suis sur du 300 mm de 8, du 24-70, du 70-200 et un fisheye Nikon. Et alors pourquoi sur le Z9 en particulier ? Pourquoi t'as pas essayé sur le Z6, le Z7, le Z6 II, le Z7 II même ? Est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient peur ? Comme disait Roland, j'ai attendu la sortie de ce boîtier, le Z9. Il y avait plusieurs choses. Faut savoir que j'ai vécu dans un milieu mes boîtiers sont amenés à rude épreuve. Et il y avait tout cet aspect, justement, l'aspect poussière, pluie, dans les conditions extrêmes dans lesquelles j'évolue. Et j'étais pas prête à franchir le pas. Et c'est en ayant dans mes mains le Z9 que j'ai finalement probablement changé d'avis. Alors justement, raconte-nous un peu ton premier ressenti global, sans trop rentrer dans les détails. Quel est ton premier ressenti à chaud un peu après cette première utilisation de ce boîtier ?
C'est simple. Le premier mot que j'ai eu quand j'étais donc Nicolas Gillet était présent lors du test quand j'ai pu tester le boîtier. Le simple mot que j'ai eu, c'est waouh. J'ai réussi j'avais tous mes automatismes qui étaient revenus comme si j'avais mon D5 ou mon D6 dans les mains au final. Donc, T'avais des optiques Z dessus ou tu mettais des optiques réflexes avec une bague? j'ai pu tester les deux. J'ai pu tester les deux et ça aussi, ça m'a permis aussi de me dire ah ouais, donc je peux aussi utiliser mes optiques sur le boîtier Z9. Donc ça aussi, c'était un plus aussi parce que j'ai quand même aujourd'hui j'ai une grosse quantité d'objectifs avec lesquels j'évolue aujourd'hui. Donc je vais peut-être pas être amenée à tout changer tout de suite. Donc le fait de savoir qu'il y a une bague d'adaptation qui ne fait pas perdre en qualité, c'est très intéressant. Alors toi, Julie, tu évolues principalement sur le terrain, en extérieur, dans des conditions de prise de vue qui sont difficiles, l'humidité, la pluie, le sable, évidemment, puisque on parle de motocross. Tes sujets vont vite, ils vont super vite même. Qu'est-ce que tu attends du coup de ton boîtier en termes aussi bien de prise en main, mais aussi de performance. D'une manière générale, qu'est-ce que tu as besoin? Il y a plusieurs sujets. Il y a la partie robuste, comme je dis, la robustesse du boîtier. Ça, c'est la première partie, parce que si je suis amenée à shooter sous la pluie, il me faut un boîtier qui tienne la route. La deuxième partie, c'est la partie vitesse, la partie rapidité de la F, que ça, j'ai pu tester sur le Z9. Ça a servi à quelque chose, l'espèce de rideau qui apparaît maintenant quand tu éteins l'appareil pour changer d'optique. A priori, il y a un rideau qui tombe sur le capteur. Ça, c'était justement pas mal sur le terrain, un de mes points. C'est pour les raisons pour lesquelles j'avais pas franchi le pas de la série Z. C'était ce fameux. J'en ai discuté avec des collègues. Ouais, la série Z. Moi, ce qui me posait problème aussi, c'était quand je vais changer d'optique, qu'est-ce qui va se passer on en voit fait. Le capteur, hein, on voit le capteur, c'est quand même moi il est ultra exposé et en fait ce volet justement c'était l'une de mes premières interrogations quand on m'a dit ouais tu vas tester le Z9 et ce volet et donc effectivement c'est un volet ultra robuste qui au moment où on éteint l'appareil et qu'on change d'optique permet d'éviter toute cette inquiétude que j'avais au niveau d'emmener de la saleté à l'intérieur de mon boîtier quoi. Alors Roland, du coup, qu'est-ce que Nikon a intégré comme technologie au Z9 pour répondre aux besoins qui sont assez précis de Julie dans son domaine, qui est la photographie de sport motorisé? Est-ce que déjà tu peux peut-être nous parler, pour commencer, de l'autofocus et des performances en rafale qui sont assez impressionnantes sur cet appareil? Oui, deux questions en une. Ce qu'elle a intégré, puis l'autofocus derrière. On va finir son raisonnement. En fait, il y a ce volet de protection, mais derrière le capteur, il y a également un filtre antistatique qui permet de faire évacuer plein de choses. Et puis, il y a surtout, on n'est pas sur le capteur, en fait, on est sur des vis de protection et qui sont traitées également en fluorine. Donc là, oui, c'est pour compléter un petit peu la réponse. Et il y a aussi, il y a quelque chose au niveau de la stabilisation, non? Le bloc de la stabilisation oui, qui est maintenu. J'allais oublier, oui, tout à fait, puisqu'on est sur un capteur stabilisé. Tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste? Parce que ça a l'air intéressant, ça. Mais c'est tout simplement fait quand on éteint l'appareil photo, le capteur qui normalement est stabilisé bouge en fait, se fixe et se range derrière un espèce de petit ergot qui le stabilise et qui fait que quand on est reporter, qu'on a un top case et que le boîtier il subit plein de vibrations, quand on est en Afrique ou etc. Et voilà. Finalement, en termes de robustesse, c'est important ça. Ouais. Alors, la robustesse, on va continuer parce que c'est un appareil photo où la conséquence, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais c'est qu'il n'y a plus d'obturateur. Mais déjà, c'est un hybride, il n'y a plus de mécanisme de chambre, puis il n'y a plus de miroir, etc., qui fait que finalement, on n'a plus de partie mécanique. Et donc, un extérieur prend la même construction que le D6, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces pièces mécaniques qui peuvent être de la fragilité. Donc ça, c'est à la base, c'est l'environnement, et c'est ce qui répond à Julie. Puis après, pour répondre à la deuxième question d'Arthur, qu'est-ce qu'on a rajouté dessus ? Juste deux trucs énormes. C'est un capteur qui n'a jamais été vu et qui est stack. Ok, puis un autofocus qui est complètement, qui a été revu et corrigé. Et je crois que tu voulais que je développe un petit peu cette partie-là. Ouais, c'est ça. Alors peut-être juste avant, les performances en rafale, c'est hyper important pour toi, Julie, j'imagine. Le Z9, il aligne 20 images par seconde en rafale en RAW sur 1000 photos consécutives.
Exactement, si on recompressé avec une carte qui, bien sûr, absorbe ce flux-là. Et puis de mémoire, on est sur 30 photos en JPEG de définition 45 millions. Et puis un truc qui est magique également pour tout ce qui est spotter, c'est les 120 images à 11 millions de pixels. 120 images par seconde. Moi, c'est du slow motion, quoi. C'est même plus de la photo, là. C'est pas trop ça. Confirme. Sur le terrain, toi, tu. Pour moi, c'est important sur certains événements d'avoir justement la décomposition de l'image. Comme vous pourrez le voir sur la vidéo de présentation qui a été faite avec moi et Edgar, qui est un pilote de freestyle. Dans certains cas, c'est hyper important. Sur un départ de moto, c'est très important. Sur une figure freestyle qui va peut-être se passer qu'une seule fois. Et c'est impressionnant pour l'avoir fait. Je le fais pas systématiquement, mais je me suis poussée aussi à le faire dans certaines circonstances lors du test. C'est bluffant. Moi, je trouve que ça rend surtout certaines photos, on les a plus rapidement. Alors, quand je dis en fait, je m'approprie le discours de quelques photographes que j'ai écoutés, mais par exemple, quand Bernard Papon, qui travaille à l'équipe, qui maîtrise la boxe, me dit on attend tout le match pour avoir l'image où le point touche le visage et on a toutes les vibrations de la peau. Et des fois, on attend demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure pour l'avoir. Bon, ben là, il est clair qu'à 120 images, ils l'ont dès le premier quart d'heure, ils peuvent transmettre. Ça change dans la diffusion. Les spotters qui, au décollage d'un avion, ont besoin juste de voir la post-combustion, qui est une fraction de seconde, et puis tu fais ta rafale, on l'a. Donc finalement, des images qui sont compliquées à voir, ça permet de les avoir beaucoup plus tôt. Alors soit on est passionné, et ça permet de les avoir plus facilement, soit par contre on est dans des gestions de flux de production avec des impératifs de transmission, parce que derrière, il y a des couvertures qui doivent tomber, etc. Ben, là-dessus, on rajoute du rendement à l'agence de presse qui nous fait confiance sur le choix du matériel. Et donc, les 120 images par seconde, c'est possible parce qu'il n'y a pas d'obturateur mécanique. Je veux dire, hormis l'intérêt en termes de robustesse et l'absence de pièces mécaniques qui bougent dans le boîtier, c'est quand même un parti pris super fort de Nikon. Vous êtes les premiers à lancer un boîtier de ce calibre-là sans obturateur mécanique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça ? C'est un boîtier en fait qui est bourré d'innovation et là-dessus, Nikon a été très novateur. Mais je présenterais plutôt comme l'absence de capteur, en fait, c'est la conséquence de plein de choses, c'est-à-dire qu'il s'est passé... L'absence d'obturateur, tu veux dire. L'absence d'obturateur, oui, pardon, je bafouille, pas grave. C'est plutôt la conséquence, c'est parce qu'il se passe plein de choses que finalement, on n'a pas besoin d'obturateur, donc on ne le met pas. Et la première partie là-dessus, c'est réellement ce capteur et ce capteur stack. Tu peux nous expliquer empilé ? Parce que c'est donc stacked, empilé. C'est un capteur de structure empilé. Alors là, mon explication, elle va peut-être faire rougir tous les Simplement. tous les pros techniques, parce que je suis incapable de la faire. Ce que j'ai surtout retenu là-dessus, c'est que c'est un capteur où derrière, il y a de la mémoire vive qui est rajoutée. C'est une puce qui est attachée au capteur pour accélérer le traitement des données. Et qui permet de faire en sorte qu'en fait, toutes les données du capteur soient transmises en même temps et pas ligne par ligne. Donc, c'est une nouvelle construction de capteur. Mais finalement, avec Arthur, il y a longtemps qu'on se côtoie et qu'on est dans la photo, et des générations de capteurs entre les CMOS, les CCD, etc. On en a vu énormément évoluer. Et aujourd'hui, c'est ce capteur stack qui arrive avec une nouvelle construction. La conséquence, c'est qu'il est hyper rapide. Donc, on n'a plus besoin d'obturateur. Donc voilà pour la rafale. Et maintenant, parle-nous un peu de l'autofocus. Alors, je vais résumer très rapidement les caractéristiques techniques de l'autofocus. Donc, c'est un système autofocus hybride avec une détection de phase et de contraste, 493 points qui couvrent 90% de la surface du capteur, détection et suivi du sujet, retour du suivi 3D et des modes de personnalisation absolument délirants. Oui, l'autofocus, donc, pour l'expliquer simplement, on a ce qui est déjà connu et on a ce que l'on rajoute. Et ce que l'on rajoute, c'est toute l'intelligence. Ce que l'on connaît, c'est la façon de travailler. Détection de contraste, détection de phase. On sait qu'un autofocus, il est bon sur un contraste noir-blanc. Par contre, sur un gris, ok, un peu plus délicat. Ok, donc ça, c'est à la base ce que l'on a. Après, il y a la façon d'appréhender le système, parce qu'un portraitiste ne va pas travailler comme un sportif, qui ne va pas travailler comme un animalier. Et on a tous des façons différentes de jouer avec les collimateurs, puisque le collimateur joue également. Donc le collimateur, c'est ce petit point qui nous permet de dire on fait la mise au point, mais pas que la mise au point, à la fois la mesure cellule, à la fois des détections des flashs, les balances des blancs automatiques, les delighting automatiques, plein de choses. Donc finalement, le collimateur, de façon simple, c'est nous, photographes, qui indiquons à l'appareil photo où se trouve le sujet principal pour que l'appareil photo, en fait, gère l'ensemble de ses paramètres en automatique. Donc là-dessus, ces collimateurs interviennent bien également sur la composition. C'est pour ça que tout ce qui passe du réflexe à l'hybride aime bien avoir la totalité de la fenêtre. Donc ça, c'est des choses qui évoluent. Ok.
On a nos habitudes de travail, puisqu'on peut avoir des sportifs qui ont besoin d'accrocher un sujet et de le suivre. Après, on a d'autres professions où c'est plutôt le sujet qui rentre dans le cadre, on doit l'accrocher. Puis il y a quelqu'un qui fait du saut, où là, il faut que ça soit le capteur qui aille le chercher. Donc il y a plein de façons différentes de voir les différents types de modes. Mais la principale innovation, en fait, c'est toute l'intelligence et toute la couche logicielle qui se rajoute, en fait, sur cette captation classique. Et c'est là où Nikon a également été super innovant. Puisque de façon simple, on dit que ça détecte les sujets, super, que ça détecte les animaux, que ça détecte les véhicules, qu'il y a 9 cas différents à voir. Mais si on rentre dans les détails, on se rend compte que dans l'ensemble des collimateurs, enfin, on peut ou non activer cette couche d'intelligence. Et le bel exemple là-dessus, et pour ceux qui nous écoutent et qui allaient en magasin pour toucher un Z9, en fait, il y a une seule expérience à faire et qui vous permet de suite de comprendre l'autofocus, c'est de dire je passe en mode 3D. Et en mode 3D, en fait, je fais le point sur un sujet, et puis là, je bouge dans tous les sens, histoire de montrer que le 3D accroche. Intéressant. Je continue. Je mets ce même point sur la personne qui est devant moi, et je me rends compte qu'en effet, j'indique à mon appareil photo que mon sujet principal, c'est lui, mais par contre, automatiquement, la couche logicielle va faire que je vais aller capter le visage et d'aller capter les yeux et accrocher le visage et les yeux. Et ça, c'est toute la force un petit peu de cette intelligence. Et c'est un retour aussi du suivi 3D qui était sur les réflexes. Alors, c'est peut-être d'autres algorithmes, et voilà, mais on avait perdu ce mode sur les premiers Z. Et oui, là, il revient. et puis il est revenu. Il est revenu et puis d'une performance complètement accrue et différente de par cette couche en fait logicielle qui se rajoute. Mais la partie innovation, c'est surtout comment Nikon a fait en sorte que ça marche. Parce que jusqu'à présent, quels que soient les boîtiers, quelles que soient les marques, on est normalement par comparaison d'images sur une base de données. Et finalement, on fait sans arrêt des allers-retours. Et là, c'est la première fois que Nikon en fait a posé son système à plat à zéro, l'a complètement réécrit. Et l'a réécrit sous une technologie de deep learning, qui est une technologie apprenante, où on donnait à un laboratoire en fait des images à apprendre. Et le bel exemple, c'est que j'ai un visage de face, un visage de côté, et la technologie va faire en sorte que je vais apprendre tout ce qui se passe entre les deux, de telle façon à avoir ensuite d'intégrer un algorithme qui est beaucoup plus puissant et qui, j'espère, sera également évolutif, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là dans la recherche. Ouais. Alors vis-à-vis de ce nouvel autofocus, on vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe qui en a rudement besoin. Il s'agit évidemment de Little Chao, ambassadeur Nikon, qui a récemment testé le Z9 sur la finale de Danse avec les stars. On lui a demandé de nous faire un petit feedback de ce nouvel autofocus. On l'écoute. Alors, en fait, pour cette couverture de Danse avec les stars, en fait, c'était assez particulier parce que c'était un one-shot, c'était la finale, parce que c'était la seule date à laquelle j'étais dispo. Donc, en fait, ils m'ont mis directement sur la finale. Que moi, au niveau de la danse, en des environnements sombres, je vais plutôt faire confiance à du réflexe parce que du coup, un autofocus qui se fait dans des environnements sombres, en fait, c'est assez touchy. Donc, c'est vrai que je fais très, très confiance à ma manière de faire déjà habituelle. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais tester. Donc en fait, pendant les répètes, j'ai commencé à tester et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais beaucoup plus performant en fait avec cette nouvelle manière de faire, avec cet appareil notamment, et où le taux de réussite était assez important. Donc par exemple, quand j'ai pris le Z9, donc comparé à d'habitude où je shoot en AFS, donc avec priorité au déclenchement, là par exemple sur le Z9, j'ai activé le mode AF continu en 3D. Donc avec le tracking en fait du visage et des yeux. Donc ça me permettait justement de suivre les sujets. Donc j'ai pu remarquer que quand par exemple les danseurs, parce que c'est vrai que les danseurs ne dansent pas que de face, la majorité du temps sont de face parce que forcément ils présentent leur visage à la caméra, mais c'est vrai qu'ils tournent, donc c'est vrai qu'ils présentent leur dos. Donc au moment où ils présentent leur dos, on peut voir qu'au final le tracking 3D qui était en priorité au visage, tourne en 3D normal et du coup traque le dos du danseur. Donc après, il y a des choses que j'ai remarquées intéressantes, c'était que forcément quand il y avait plusieurs personnes, la F3D, justement, la possibilité de shooter via l'écran, en fait, on peut sélectionner la priorité de la personne sur laquelle en fait, le tracking va se faire.
après j'étais en 70-200, donc il y avait des plans d'ensemble où je voulais avoir des plans serrés, et il y avait des plans où je voulais avoir tout le décor, donc notamment une photo où le décor était incroyable, donc avec une grande fumée rouge, ils étaient en contre-jour. Et en fait, malgré le fait qu'ils étaient en contre-jour, en silhouette, et donc en fait, j'ai pu remarquer qu'ils réussissaient quand même à détecter en fait la silhouette de l'humain. Donc en final, en fait, on détecte plus l'œil parce qu'il est trop petit justement, mais l'appareil détecte en fait le sujet en tant que silhouette humaine. Julie, toi qui as un point de comparaison extrêmement concret entre le réflexe et le Z9, qu'est-ce que ça donne niveau autofocus sur de la motocross lancée à 150 km/h? Je m'emballe un peu peut-être là sur la vitesse. Peut-être. Ouais, un petit peu quand même. Edgar était vite, mais quand même. Le résultat est bluffant. Et donc j'ai pu aussi utiliser ce mode de détection. Je l'ai mis dans différentes conditions. J'ai mis le pilote à sortir de nulle part. Il me capte le pilote directement. J'ai fait aussi à travers une forêt de pins où mon pilote était vraiment en arrière-plan avec une ligne de pins devant moi. Et en fait, à aucun moment, il m'a perdu le sujet. Donc c'était pour moi mes premières expériences avec justement ce mode. Et le résultat, pour moi, est bluffant. Je l'ai mis dans différentes situations. Avec une bague FTZ, du coup? Oui, il y avait une bague FTZ à ce moment-là. Ok, bon bah voilà pour ce nouveau système autofocus qu'on retrouve à l'intérieur du Z9. On va parler du boîtier en lui-même un peu maintenant. Donc on l'a déjà un peu évoqué, donc une conception monobloc, un boîtier qui ressemble à s'y méprendre à un D6, construction en alliage de magnésium, genre d'étanchéité. Les mensurations finalement c'est 20% plus compact qu'un D6 et ça pèse seulement 110 grammes de moins. C'est étonnant finalement parce que un des arguments initial des hybrides, c'était quand même la compacité. Alors c'est vrai que l'un des arguments des hybrides, c'est la compacité. Je ne sais pas si c'était un argument de Nikon au début. Dans tous les cas, beaucoup de photographes en fait recherchent de la compacité, tout simplement parce qu'ils sont dans des modes opératoires où ils ont le sac sur le dos, ils ont toutes les optiques et que du poids de gagner, c'est important. Quand on est sur des boîtiers gamme D6, Z9, on est plutôt à la recherche de boîtiers bien équilibrés. Et là, on a tendance à faire rentrer également le choix de l'optique et l'équilibrage de cet appareil photo. La façon dont on place les mains, la façon dont dans une position verticale, on tient notre boîtier et on le pilote. Parce que finalement, la différence entre un produit plus entrée de gamme ou haut de gamme, je ne sais pas si on a le droit de dire entrée de gamme ou haut de gamme, mais plus abouti, c'est la quantité de boutons. Et la quantité de boutons, c'est chaque fois des personnalisations. Donc moi, je compare ça à un instrument, à quelqu'un qui fait de la musique, il pilote son boîtier. Et finalement, un équilibrage parfait entre une optique qui est lourde et pertinent. T'as vite trouvé tes marques en passant du D6 au Z9 ? Je rejoins ce que dit Roland. J'ai très très vite trouvé mes marques. C'était une de mes premières aussi questions avant de l'avoir en main. J'ai vite trouvé mes marques et je suis partie shooter. Je n'ai pas eu de problème. L'ergonomie pour moi est quasiment la même. Mes questions, c'était au niveau des boutons parce que qui dit nouveau boîtier, je me suis dit est-ce qu'ils vont me changer les boutons de place parce que c'est devenu un automatisme maintenant sur mes boîtiers. En fait, c'est comme disait Roland, c'est comme un instrument de musique. On a tous nos automatismes et je dirais qu'en à peine un quart d'heure, j'ai récupéré tous mes automatismes. Surtout sur les boîtiers pro, hein. C'est souvent ça qu'ils demandent aussi, c'est de ne pas être perdu en prenant le boîtier en main. Et les menus, pareil ? Les menus sont relativement les mêmes, certains ont été simplifiés, d'autres, on a d'autres fenêtres, mais je dirais que tout est vraiment, c'est devenu beaucoup plus facile. Après, on parlait du poids, pour ceux qui ont un doute, en fait, c'est tout simplement un magasin, vous y allez, vous sortez l'optique, vous sortez l'accu, et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si lourd que ça. Et finalement, c'est un boîtier qui fait lourd parce qu'il a une accu qui est un chameau. Qui est d'ailleurs la même batterie que celle du D6. Ouais, les batteries D6, D5, D4S s'adaptent. Par contre, c'est pas la même batterie, puisque là, on a une nouvelle batterie qui arrive avec le Z9, qui a un ampérage un petit peu plus important et qui surtout permet d'être rechargé depuis l'appareil. Okay. Et c'est là où il y a toute l'innovation, puisqu'on est sur des appareils photo qui sont également nomades, qui peuvent être pilotés à distance, etc. Et l'idée de mettre directement une prise USB-C en alimentation secteur, c'est également un plus. Ouais. Mais par contre, Julie pourra mettre sa batterie de D6 dans le Z9 et ne pas la recharger du coup en USB, mais ça fonctionnera. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y aura juste des subtilités sur les chargeurs où de manière simple, la nouvelle batterie n'est pas chargée par les anciens chargeurs, alors que le nouveau chargeur charge les anciennes batteries. Alors Julie, quand on passe du réflexe à l'hybride, il y a un sacrifice qu'on doit faire, c'est cette fameuse visée optique au profit d'une visée numérique. Électronique, je veux dire. Parle-nous un peu de cette sensation que tu as eue quand tu as mis ton œil dans le viseur du Z9.
Ce que je peux en dire, c'est que c'est pareil, le mot revient, mais ça a été bluffant pour moi. Ça nous permet de voir en temps réel. On ne perd pas de temps, on ne quitte pas l'œil du viseur, on fait ses réglages, on ajuste tous ces settings directement, et en fait, on a le résultat en temps réel dans le viseur, en fait. Et où aussi je vais développer là-dessus, c'est que moi, dans mon activité, j'ai plus de blackout. C'est-à-dire de passage au noir ce que c'est, ouais, le pour blackout. nos auditeurs. Alors, le blackout, c'est quand on déclenche, on a ce fameux passage au noir, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'image qu'on a captée, en fait, on ne la voit pas. Avec le Z9, on a toute la décomposition de l'image, donc on voit exactement en temps réel tout ce qu'on est en train de capter en photo. Technologie dual stream, c'est ça, Roland? Ouais, c'est là que tu veux que j'en vienne. Je vais juste ouvrir un petit peu pour finir sur le dual stream, en fait, parce qu'il y a ceux qui sont pro-hybrides et qui nous écoutent, et il y a ceux qui sont peut-être en phase de découverte. Donc, le principal intérêt de la visée hybride, c'est que je vois ce que je capture. C'est-à-dire que si je me mets en noir et blanc, je vise en noir et blanc et je refais mon exposition en noir et blanc. Ça, c'est la base de la visée hybride. Le choix de Nikon, après, il a été double. Il a été sur ce capteur-là que l'on regarde. Et on a fait un choix d'avoir un capteur qui est beaucoup plus lumineux, entre guillemets, puisqu'on passe de 1000 à 3000 candela de mémoire, qui fait que quand on a des écarts de contraste forts, on voit du détail dans les ombres. Ça, c'est la base. Mais après, en effet, Nikon a été novateur là également une nouvelle fois à travers cette technologie du dual stream. De façon simple, en fait, c'est comme un ordinateur qui a 2 cartes vidéo et qui sort 2 signaux simultanément. C'est exactement la même chose qui se passe sur l'appareil. En sortie de capteur, vous avez un signal qui est processé, l'image qui se crée et qui part vers la carte. Mais en parallèle, vous avez un deuxième signal qui sort, qui est processé et qui part vers la visée. Donc à la définition de la visée, etc. Et la conséquence, l'absence de blackout, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas les images qui sont capturées, mais on voit le flux de la visée qui est en continu. Et un mot sur la définition, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, la définition de 3,68 millions de points, qui peut être jugée de sage, puisque c'est la même définition que les Z6 II, Z7 II. Pourquoi ce choix, finalement, de ne pas être allé plus haut en définition? Alors là, Nikon Japon ne nous a pas réellement donné de choix, mais moi, je l'argumente dans certaines formations revendeurs un petit peu comme quand vous regardez un tirage d'exposition, on regarde une image qui est à une distance donnée, et même si on a beaucoup plus de détails, on ne les voit pas forcément. Donc je fais un petit peu le même parallèle et je complète que très souvent quand on vise, et ça c'est bon pour les porteurs de lunettes, en fait on accommode comme si on était à 80 cm. Donc là je pense que Nikon a tout simplement choisi d'avoir la bonne définition pour une visualisation de cette trame à 80 cm. Julie, tu viens de l'univers du réflexe, tu as donc des optiques réflexes et pas des moindres, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne du coup leur utilisation sur le Z9 avec cette bague d'adaptation active, la FTZ2? Pour moi, j'ai eu aucun souci, aucune perte. J'ai pu tester mes différents optiques et pour moi là-dessus, j'ai rien à redire. C'était un peu aussi une de mes craintes parce que ce soit chez les concurrents, que ce soit... j'en ai discuté avec plusieurs de mes collègues et c'est justement ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de tes optiques? Est-ce qu'on t'a parlé de la bague d'adaptation? Et au final, toutes les craintes sont parties parce que je peux utiliser mes optiques sans aucune contrainte et sans aucune perte. Voir, c'est encore mieux parce que tu as même le boîtier qui est stabilisé désormais. Donc une optique qui n'est pas VR sera désormais stabilisée. Alors évidemment, donc on peut utiliser ces optiques réflexes sur un Z9 avec cette bague, mais il y a aussi toute une gamme d'objectifs natifs monture Z qui sont disponibles au catalogue ou qui vont arriver très prochainement, notamment vis-à-vis des téléobjectifs qui sont légion dans le domaine de la photo de sport et de la photo animalière. Alors il y a un 100-400 mm f4.5.5.6, donc ça c'est une nouveauté. En développement, il y a un 600 mm, un 800 mm, un 200-600 mm et aussi un 400 mm 2.8 avec, s'il vous plaît, un convertisseur de focale 1.4 intégré. Roland, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces prochaines futures optiques? Parce que tu crois que je suis autorisé à parler de ce qui n'existe pas encore? Oui, on nous a dit que oui. J'ai appelé, on m'a dit oui. Alors je vais surtout aller vers ce que je connais, que j'ai pu tester, parce que du 100-400, il arrive donc sur le marché logiquement fin décembre. On l'a fait tester sur Montyander, puisqu'on l'avait sur le stand. Dans Montyander, pour rappel, c'est le salon des photographes animaliers, donc ce type d'optique, c'est idéal pour eux. Elle a le volume d'un 70-200. Ah ouais. Elle a la légèreté
cette optique-là, mais par contre, on a cette polyvalence dans 100-400. Intéressant comme plage de focale, pardon, chez Nikon, parce qu'on est habitué au 200-500 sur les réflexes. Oui, la 200-400, je pense 80-400. Je pense qu'il devait y avoir une histoire de construction pour un rapport poids. Je pense qu'on a dû se bloquer là-dessus. Mais c'est une optique qui a une très très belle finition parce que c'est une ligne S. On est d'accord, les lignes S, c'est le haut de gamme de tout ce qui est optique à baïonnette Z, qui en plus a une fabrication où, contrairement à d'autres optiques, quand vous donnez un coup de zoom et qu'il y a l'avant qui se déploie, il y a un groupe optique qui part dans l'autre sens pour garder un équilibrage. Donc c'est une optique qui travaille très bien à main levée, avec une stabilisation qui marche très très bien, parce que sur le stand, les personnes étaient au 400 mm à main levée, puis elles descendaient au 15e, et puis elles disaient « mais c'est toujours net ». Bah ouais, ça change un petit peu la façon de produire les images. Donc non, on a une très très belle optique qui arrive là-dessus pour l'univers animalier. Ouais. Julie, c'est quoi ta target, on va dire, dans un monde idéal? Ce serait plutôt un 400 mm 2.8 avec convertisseur intégré, ou un 600 ou un 800 mm? Non, pour moi, le 400 mm, ce serait dans ma wishlist. Le pouvoir travailler avec des très grandes ouvertures, c'est important dans ce que tu fais? Ouais, c'est très très important pour moi par rapport à l'image que je veux retranscrire. C'est quelque chose qui est hyper important. Roland, donc Nikon a pris l'habitude de publier sa fameuse roadmap optique dans laquelle on peut voir un peu ce qui risque d'arriver. Ouais, c'est là où justement tu as repéré les 600, etc. Parce que je crois qu'en communication pure, on a juste fait une annonce de pré-développement du 400. Hein. Bah quand même, hein. On le sait, on le voit. On a vu un truc quand même sur cette roadmap, c'est que il semblerait qu'il y ait 2 400 mm en préparation. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça sert à quoi d'avoir 2 400 mm en gamme? Alors comme toi, sur la roadmap, j'ai vu qu'il y avait écrit 400. Par contre, la roadmap n'indique pas l'ouverture. On se rend compte que sur le dessin, la taille est un petit peu plus petite. Lentille de Fresnel? Aucune idée. Aucune idée, donc ça sera la surprise. Oui. Par contre, de manière générale, et quelles que soient les focales, quand on en a 2 qui reviennent, c'est le même cas déjà que pour les 50 qui sont installés. C'est très souvent une ouverture différente qui donne une utilisation différente. Et donc, un 402.8 tel qu'on l'a préannoncé, ça paraît être une optique de bord de stade, donc une optique plutôt de trépied. Ça me paraît logique d'aller chercher après des optiques pour travailler à main levée. Ouais, parce que sur les réflexes, il y a par exemple un 500 f4 et un 500 f5.6. Ouais. PF justement, PF, tout léger. Et le 200-500. Très sympa. Et le 200-500. Donc finalement, on a 3 focales de 500 mm pour des usages différents. Ouais. Donc l'ouverture, après derrière se cache également de la robustesse, on y revient, se cache de la vélocité d'autofocus, se cache également de la performance de stabilisation. Et le grand jeu de tous les testeurs, c'est mettre toutes les optiques côte à côte sur un sujet qui est proche et puis regarder la construction des flous d'arrière-plan. C'est ce qui fait souvent la différence par rapport au prix des optiques, c'est cette construction du flou. Ouais. Ça marche. Bon, on va parler maintenant un peu qualité d'image et de ce nouveau capteur qui est intégré dans le Nikon Z9. Donc c'est un modèle 24-36 mm, CMOS BSI Stacked qui est ultra défini. On a entendu en introduction de cette émission le photographe animalier Vincent Munier qui était plutôt enthousiaste sur son utilité avec l'ultra haute définition et sur les performances en haute sensibilité ISO de cet appareil. Alors avant d'entrer un peu plus dans le détail, on vous propose d'écouter un nouveau témoignage d'un autre photographe, Thibaut Chappe, spécialisé dans le mariage, qui nous parle, lui, de son usage, son propre usage de la Ultra HD et des hautes sensibilités ISO dans sa spécialité. On l'écoute. L'ultra haute définition, c'est hyper important pour moi parce que je vais avoir parfois besoin de recadrer dans ma scène. J'ai 2 moments où ça risque de m'arriver vraiment. C'est les moments où je ne peux pas composer mon image comme je le souhaite, notamment aux cérémonies, dans les cérémonies, notamment dans les églises. Des fois, on est obligé de garder un certain recul pour pas parasiter la scène, pour pas parasiter l'événement, soit pour que les invités puissent profiter, soit pour que on vienne pas couper l'émotion de la cérémonie. Donc, je suis forcément des fois un peu en recul, un peu plus loin. Mais la composition est perfectible et le fait de pouvoir garder cette discrétion en reportage et en ayant la possibilité d'avoir l'image que je souhaite en allant récupérer une zone seulement de la photographie, c'est véritablement un confort supplémentaire dont je ne me priverai pas. Et en termes de qualité et même en termes de nécessité d'impression derrière, j'ai moi besoin systématiquement de très très haute définition. Et donc pour moi c'était une évidence que tous mes appareils photo seraient avec cette haute définition. Donc le Z9 répond de ce côté-là complètement à mes attentes. Après en matière de dynamique de capteur, en matière de gestion des ISO, clairement
J'ai une vraie contrainte en reportage, c'est que je peux pas forcément maîtriser la lumière. On est souvent, moi je travaille beaucoup en Provence avec des lumières très contrastées, et pour pouvoir capter des événements, des moments, des scènes complètes, la dynamique du capteur est absolument indispensable. Et c'est là où vraiment les capteurs que j'ai pu tester m'ont donné une pleine satisfaction, parce que ça va me permettre d'aller récupérer des détails dans les basses lumières sur parfois des visages, tout en gardant le contexte du lieu, parfois de l'environnement qui est indispensable. Et au fur et à mesure de la journée, la lumière baisse. Je pense souvent aux soirées. Je pense souvent aux cocktails où on va avoir des discours, et j'ai pas forcément envie de rajouter un flash, même si ça peut avoir des effets créatifs intéressants, mais ça casse un peu la vérité de l'image, ça casse un peu la sensation et le ressenti de ce qu'on a vécu. Être capable d'aller récupérer du détail, des expositions justes, en se payant le luxe de monter fort dans les ISO, mais en ayant une image qui soit pas trop granuleuse et qui soit justement de qualité, c'est hyper important. Il y a aussi une nouveauté qui est extrêmement intéressante pour moi dans ce boîtier, c'est l'absence. Alors déjà on est en hybride, donc c'est l'absence de miroir, donc on a plus ce bruit-là, mais c'est aussi l'absence d'obturateur mécanique. Donc on a une prise de vue totalement silencieuse, une prise de vue où on est dans un silence absolu, et on n'a pas le moindre petit cliquement qui risque de déranger la scène que je photographie. Je suis un photographe de l'émotion. On sait très bien que quand on entend l'obturateur, on peut sortir de ce moment un petit peu avec soi-même, dans une cérémonie et dans un événement. J'ai un exemple, moi, typique, où je me suis retrouvé dans une situation où ma mariée est pianiste professionnelle et où elle jouait du piano pendant son cocktail. Et tout le monde le moment était suspendu, il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Et j'étais extrêmement gêné à l'idée de devoir faire des photos avec un obturateur qui fasse du bruit. Juste le bruit du rideau était perceptible. Réellement, c'est pour moi un luxe et un confort non négligeable de pouvoir travailler en totale transparence, même dans les préparatifs le matin. Être furtif complètement et un peu plus, c'est m'offrir la possibilité que je n'avais pas jusque-là, de pouvoir faire des photographies encore plus sur le vif, encore plus spontanées, sans me faire repérer par les personnes autour de moi, et encore rajouter une couche de vérité à ce que je fais. Bon Benjamin, contrairement au titre de notre cher podcast, j'ai l'impression qu'on peut pousser les ISO avec le Nikon Z9 quand on écoute les témoignages de Vincent Munier et de Thibaut. Thibaut, juste dire, hormis le saluer, c'est un banc que je vous invite à suivre sur les différents réseaux sociaux. En fait, là où il m'a le plus bluffé, c'était lors du premier confinement, où au sein de la FPPMI, en fait, il a pris la caméra, il est parti sur des lives, et il a eu tout un tas d'actions comme ça, de coaching des photographes, pour relever la tête et changer leur façon de travailler. Et merci Thibaut d'être à nos côtés. C'est hyper intéressant ce qu'il dit sur l'obturation et le silence. Et à contrario, toi, Julie, qui bosse dans le bruit, dans la motocross, est-ce que c'est pas aussi déstabilisant de pas avoir de bruit au déclenchement ? C'est pas perturbant. J'ai pu le tester. En fait, Nikon a aussi pensé à ceux qui avaient besoin de ce petit bruit de déclenchement qui peut être aussi mis dans les réglages. Donc, c'est-à-dire qu'on peut à la fois l'enlever et à la fois avoir ce son qu'on avait mis. Est-ce qu'on peut le pimper, Roland ? On peut juste régler. On a 2 types de sons différents de mémoire, avec capacité d'être plutôt grave ou aigu. J'adorerais qu'on puisse mettre ce qu'on veut, etc. Après, pour répondre plus finement à la question de ceux qui ont besoin de bruit alors qu'ils ne peuvent pas faire de bruit, vous prenez un casque, vous pluguez sur le mini jack, vous entendez le son du déclenchement et vous êtes le seul à l'entendre dans vos oreilles. C'est pareil, moi je suis amenée aussi au témoignage de Thibaut Chape et de Vincent Munier, je suis aussi amenée à avoir des moments où je ne peux pas être proche de la scène. Le pilote est en concentration, je ne vais pas pouvoir me rapprocher comme je veux, donc le fait que l'on ait ces 45 millions de pixels, c'est pour moi, et le fait de pouvoir recadrer dans mon image, c'est un gros plus. C'est quoi ton workflow du coup sur le terrain ? J'ai cru comprendre que tu devais être extrêmement réactif pour livrer les images. Comment tu fais ? Exactement. En fait, sur les différentes épreuves, je suis amenée à avoir certaines de mes équipes qui sont amenées à gagner. Donc, il faut que dans les 5 minutes après que le pilote ait passé donc, la ligne d'arrivée, le drapeau à damier, je puisse délivrer, sélectionner le plus rapidement quelques images. Et donc, c'est aussi possible grâce au Nikon Z9. Je l'ai aussi sur le D5 et le D6. Mais je peux, grâce à différentes applications aussi, télécharger, sélectionner mes images, travailler dessus si j'en ai besoin et les envoyer le plus rapidement possible.
Roland, du coup, toutes ces problématiques de transfert d'image, c'est ultra stratégique, j'imagine, pour Nikon et les services qu'ils veulent apporter aux photographes professionnels. Alors c'est stratégique pour nous, mais c'est surtout stratégique pour les agences. Il ne faut pas oublier que c'était un appareil photo qui a été développé en corrélation avec les copains de l'AFP que je salue et qui ont validé un petit peu tous les flux de production derrière. Pendant les JO de Tokyo, notamment, ou même avant? Oh non, ils ont commencé à bosser il y a pas mal d'années. En fait, les gars de l'AFP sont consultants depuis plusieurs années. Donc, il y a ce qu'ils donnent et puis il y a au fur et à mesure ce qui est délivré derrière, au fur et à mesure des appareils. Moi, ce qui me paraît important, c'est deux choses. C'est cette écoute-là pour être en phase avec les flux, parce que les deux personnes à qui je pense, je ne vais pas les citer pour les laisser tranquilles, mais c'est quand même des très très bons en matière de transmission d'image et toutes les agences sont dans la concurrence. Donc, finalement, dans les flux d'images, la première qui arrive, elle est là. Donc, le petit indicatif, c'est pourquoi le bouton lecture est passé en bas à droite alors qu'avant il était en haut à gauche. Tout simplement parce que la personne a fait de l'editing tout en gardant l'œil prêt à déclencher. Donc on gagne des fractions de secondes qui sont toujours précieuses. Maintenant, si on revient dans l'editing, oui, hormis toutes les possibilités de mettre des étoiles, des croix, le fait de regarder que les sélections d'images, le fait de recropper pour envoyer, c'est important. Mais ce qui est également important, c'est, quels que soient les photographes, c'est un petit peu tous les modes de transmission, parce que là où il y a quelques années, le photographe était avec son ordinateur, aujourd'hui, le photographe, il est avec sa tablette ou avec son téléphone, et rien de plus. Et là-dessus, le constructeur a rajouté plein de choses. Il y a certes la géolocalisation pour savoir où se passent les images, qui permet d'avoir un premier indicatif de lieu, qui peut se rajouter au champ IPTC, que l'on peut mettre sur l'appareil, donc c'est tout ce qui est champ de légendage dédié à la presse, ou que l'on peut rajouter après avec des applications dédiées qui doivent arriver. Oui, parce que là, la plupart de nos auditeurs connaissent peut-être SnapBridge, mais là, on est sur un autre niveau, non, d'appli. Ouais, on atteint un SnapBridge qui est plutôt pro. En fait, c'est un SnapBridge qui va permettre de faire un petit editing rapide, recadrage, et puis surtout de rajouter des champs de légendage et des mots-clés pour que dans les différents flux, l'image ressorte. On a ça, mais on pense également à tous les photographes de studio où il y a des capacités justement de transmettre soit de façon filaire, soit par Wi-Fi en allant vers la box pour retomber vers le disque dur ou de disque à disque. Donc là, quelqu'un qui fait de l'événementiel sur un bord de restaurant, directement, il va communiquer avec sa tireuse. Donc en fait, en matière de réseau où le photographe de l'équipe qui directement, sur sa moto du Tour de France, avec son téléphone, un partage de connexion, transmet les images, on a un boîtier qui est quand même très très fort là-dessus et qui continue à produire tout en transmettant. Est-ce qu'il y a toujours cette fonction de mémo vocale qui permet d'enregistrer une petite note à coller à une image pour la garder, puis pour lors de la transmission se souvenir de la légende, par exemple? Oui, tout à fait lié. C'est une caractéristique des boîtiers D et ça s'est rajouté dernièrement en mise à jour sur les Z6II et Z6II. Donc on a également le mémo vocal sur ces deux boîtiers-là. Très pratique. Roland, je me posais une question vis-à-vis de l'absence d'obturateur mécanique. Le nombre de déclenchements, c'était souvent un peu le critère du nombre de kilomètres parcourus par un appareil photo. Comment ça va se passer maintenant du coup sur le Z9 ? Aucune idée. Aucune idée. On n'a plus ce repère qui était déjà un petit peu tronqué pour les personnes qui faisaient de la vidéo avec des hybrides, parce que finalement, on lançait des séquences vidéo, on n'avait pas beaucoup de déclenchements. Mais on rajoute en plus le fait que c'est des produits qui évoluent à travers des mises à jour firmware. Donc finalement, je pense que ils auront des durées de vie plus longues et des valeurs d'occasion beaucoup plus importantes. Alors avoir 45 millions de pixels sur le capteur et des vitesses de traitement si extrêmes permet aussi beaucoup de choses côté vidéo. Sur ce point et sur le papier, le Nikon Z9 n'a absolument rien à envier à certaines caméras de cinéma professionnelles. On vous propose d'écouter la vidéaste Aurélie Gonin, tout juste intégrée à la team ambassadeur Nikon, nous présenter les possibilités vidéo de cet appareil. J'ai eu la chance ce mois d'octobre de tester le Z9 pour un vrai tournage, puisque j'ai filmé Julie et le pilote Edgar Torrenteras en action. Et du coup, j'ai vraiment pu tester le boîtier et ses fonctionnalités pour la vidéo, qui sont vraiment exceptionnelles et qui répondent à tout ce qu'un cadreur peut attendre aujourd'hui d'une caméra, dans la mesure où on bénéficie d'un capteur très grand et très défini, donc on peut tourner en 8K. Mais on peut aussi tourner en Ultra HD 4K avec des cadences qui montent jusqu'à 120 images par seconde. Alors que pour la 8K, pour l'instant, on est bridé à 25 ou 30, mais avec une mise à jour du firmware bientôt, on pourra progresser jusqu'à 50 ou 60. Et le fait de pouvoir tourner avec des cadences pareilles et dans des dimensions pareilles, ça permet ensuite de faire des ralentis extrêmement fluides en post-production.
ou pour ce qui est des grandes tailles d'images, de bénéficier de plusieurs valeurs de plan à partir d'une même image filmée ensuite, puisqu'on peut la recadrer sans perte de qualité. Donc ça nous permet, en étant un cadreur unique, en fait, de tourner comme si on avait plusieurs caméras avec une qualité extraordinaire. Parce que en plus donc de ce capteur, on a le processeur derrière qui est très puissant et qui permet d'enregistrer dans des codecs tels que l'Apple ProRes, qui est un format intra-image, ou le H265 en 4:2 10 bits. En vidéo, on aime bien avoir un traitement assez précis de nos couleurs, puisqu'on procède en général à de l'étalonnage derrière. Et là, alors bientôt, on aura un N-RAW, donc qui nous permettra de tourner vraiment en RAW en interne. Mais d'ores et déjà, on bénéficie d'un picture profile flat, ce qui nous permet ensuite donc de réintégrer une lutte pour réinterpréter l'image en post-production. Et quelque chose qui est très confortable, que je n'ai pas toujours trouvé sur d'autres boîtiers, c'est que sur celui-ci, on peut choisir dans notre viseur et dans notre écran de visionner nos images avec soit en flat, soit déjà avec la lutte intégrée. Ce qui permet notamment d'être plus précis dans son réglage d'exposition, parce qu'en flat, c'est pas toujours évident de savoir si on est surexposé ou sous-exposé. Donc c'est un vrai confort d'utilisation. Et ce dont je vous parle là, c'est exceptionnel pour des caméras de cette gamme et de ce tarif, puisque 6 000 € pour une caméra capable de faire tout ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurélie Gonner, je suis persuadé que vous avez vu certaines de ces images parce qu'elle fait partie, donc elle est employée également par la société qui fait toute la captation image des Jeux Olympiques. Donc si vous avez vu des épreuves de basket notamment, elle est derrière. C'est quelqu'un également qui a un grand savoir puisqu'elle est, hormis le fait qu'elle soit réalisatrice, cadreuse, elle fait également des talks. On l'a vu sur les talks du Satis. Et puis également, elle est consultante Adobe. Elle nous a fait une présentation assez exhaustive des fonctionnalités vidéo embarquées dans le Z9. Elle a tout dit ou elle a oublié quelques trucs ? Alors, nul doute qu'on a dû oublier des choses, parce que si on rajoute à toutes les capacités du fichier, il y aura toutes les capacités ergonomiques qui peuvent se rajouter derrière. Il peut y avoir toutes les capacités des optiques, les communications entre les boîtiers et les optiques. Les mises à jour, il me semble qu'elle en a parlé, le fait que... Parle-nous ça justement de cette stratégie de mise à jour de firmware. Donc si j'ai bien compris, en 2022, va y avoir une mise à jour sur le Z9 qui va ouvrir la porte au ProRes RAW 12 bits en interne et au N-RAW 12 bits 8K 60p. Peut-être, pourquoi pas tout de suite en fait ? Bonne question, je pense que c'est parce que c'est pas prêt. D'accord. Ça me paraît logique. J'ai pas la vraie réponse, mais elle me semble crédible dans la mesure où c'est des produits évolutifs que j'ai cru comprendre qu'en R&D sur des personnes chez Nikon qui grattent du code, il y a plus de 800 personnes qui développent en permanence. 800 ? C'est les chiffres que j'ai entendus, ouais. Incroyable. Donc, non, c'est des choses qui sont très très fines. Il y a du logiciel partout. Donc, avant de l'implémenter, il faut être sûr que tout est bon et ça demande du temps. Et là, il y a une petite révolution quand même. Ce N-RAW, le RAW propriétaire en vidéo, on ne vous attendait absolument pas là-dessus. Ça a suscité pas mal de réactions dès la sortie du Z9. Et c'est quoi la volonté de Nikon ? Alors, il n'y a pas que le RAW qui a suscité. Il y a également le fait d'avoir du ProRes en natif. La volonté sur ce boîtier-là, c'est surtout d'avoir un appareil photo le plus polyvalent, quels que soient les domaines d'expertise. Donc on a situé en long en large comme quoi c'était une bête en photo, quels que soient les secteurs. C'est une bête en transmission, ça paraît logique qu'il est ce qui se fait de plus fort en vidéo également dès la sortie. Et la 8K, on a vu que chez certaines marques, certains modèles, il pouvait y avoir des soucis liés à la surchauffe. En interne, comment vous avez géré ça ? Vous avez mis un ventilateur comme certains Un ventilateur qui soufflerait ? Non, pas du tout. Ça existe, pas du tout. Non, là-dessus, en plus, on est sur de la 8K qui tourne jusqu'à 2 heures. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 2 heures. Non, c'est dans la construction du boîtier. Pour ceux d'entre vous qui ont vu passer des visuels de la cage de l'appareil, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites fenêtres en fait qui se trouvent sous le moniteur. Et en fait, dans ces petites ouvertures, on met une matière qui est thermoconductrice, je ne me rappelle plus de la matière, excusez-moi. Et l'idée, c'est que la chaleur va s'évacuer par ce côté-là. Donc ça, c'est une première réponse. Et ça veut dire qu'il faut mieux filmer en levant l'écran, par exemple ? Non, du tout, parce que c'est non, ça s'évacue. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en général, ça chauffe quand les processeurs ils sont à bout de souffle. Là, depuis le début, on dit que l'Expeed 7, c'est un processeur très très puissant. Donc le fait d'avoir un processeur qui
qui n'est pas à fond dans sa production fait qu'il chauffe moins. Donc c'est également une autre réponse. Bon bah voilà, hein, évidemment c'est impossible de présenter absolument toutes les fonctionnalités tant elles sont nombreuses intégrées à ce nouvel appareil, mais on a déjà fait un beau tour d'horizon. Roland, moi j'ai une question sur le prix et la disponibilité. Alors là pour le coup c'est une magnifique surprise puisque le boîtier va être proposé 1 300 € moins cher que le D6 à sa sortie. Comment avez-vous réussi cette prouesse ? C'est une prouesse ou c'est de l'honnêteté ? Je développe. La différence entre D6 et Z9, c'est toutes les parties mécaniques qui ont sauté. L'obturateur qui a sauté, le mécanique de chambre, il y a beaucoup de parties mécaniques qui ont sauté. Donc pourquoi facturer plus cher un appareil photo qui finalement, je pense, mais là ça n'engage que moi, doit coûter moins cher à produire. Donc je pense que c'est un début de réponse. Quand est-ce qu'on va pouvoir le trouver ce Z9 du coup ? Alors les disponibilités... Parce que Julie l'attend là, elle nous en parle depuis tout à l'heure. Alors je tiens à dire que Julie n'est pas la seule à l'attendre parce que pour les plus anciens qui ont connu l'effet Détroit avec toutes les réservations, quand on regarde tous les pré-engagements qui sont en magasin, on a battu le Détroit. Donc c'est vrai ? Ouais, donc c'est juste magique pour génial. nous. Mais ça veut dire que si aujourd'hui vous sortez pour l'acheter, vu tous les photographes qui sont devant vous, tous les photographes qui attendent, je serais surpris que vous soyez livré avant le mois de mars-avril. Et aujourd'hui, on annonce les premières arrivées en magasin plutôt début janvier. Ok. Bon, Julie, du coup, tu bascules ou pas sur le Z9 ? Je ne vais pas acheter un D6 et je vais attendre et basculer sur un Z9. D'accord. Alors, ça va être quoi ton setup ? Mon setup au niveau des optiques, je vais garder les mêmes pour le moment. Peut-être que je me laisserai tenter sur certaines optiques que je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à cette partie-là. J'attends impatiemment d'avoir le Z9 en main. Voilà. Et le 100-400, il arrive quand ? Non, lui aussi, normalement, c'est fin décembre. Et je dis normalement parce que le Covid, c'est pas une légende, les problèmes de composants, c'est pas une légende, et la logistique n'est pas simple en ce moment. Ouais. Bon, allez, il est temps de mettre fin à cette discussion. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Julie Kogis et Roland Serbiel de Nikon France pour parler du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Julie, Roland, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir qu'on s'est dit pendant cette longue discussion, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être Roland, à qui s'adresse le Z9 ? Alors le Z9 aujourd'hui, c'est le boîtier le plus polyvalent de la gamme où on a mis tous les curseurs à la fois de qualité photo, de transmission et de qualité vidéo au maximum de ce que l'on pouvait faire. Donc c'est un appareil photo qui s'adresse aussi bien à tous les professionnels de la photo comme de la vidéo, mais également à tous les passionnés qui veulent se faire plaisir avec un bel outil. Julie, qu'est-ce qui t'a le plus plu, le plus impressionné sur cette expérience avec ce nouveau boîtier ? Il y a une partie que je pensais ne pas me servir et l'écran orientable, pour moi, agrandit le champ des possibles. Je suis amenée dans certaines situations à pas forcément avoir la place de pouvoir tourner autour du sujet comme j'ai envie. Donc je dirais que l'écran orientable, pour moi, est un vrai plus. L'emplacement des boutons quasi identique, une ergonomie juste parfaite comme LD6 et aussi robuste que mes boîtiers. Il y a un truc qui a l'air bien sur l'écran orientable qu'on n'a pas du tout mentionné aussi, c'est l'affichage qui bascule en mode vertical. J'ai vu ça, moi j'ai pas testé encore, ça a l'air plutôt pas mal ça. Oui, je confirme, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel et ça te permet... je me suis étonnée moi-même parce que quand j'ai vu l'écran orientable, je me suis dit, ouais, j'ai jamais, de tous mes boîtiers, j'ai pas eu cet écran orientable, donc j'ai toujours fait sans. Et au final, je me suis moi-même étonnée à plusieurs reprises avec des prises de vue qui du coup me démarquent de mes concurrents. Alors moi, cet écran orientable, en fait, j'observe, c'est un petit peu le rôle aussi de mon métier. J'ai mis le boîtier en main de photographes, ils se sont tous mis à viser avec l'écran orientable, ils ont profité du tactile pour déclencher et faire le point droite à gauche. J'ai mis ce même boîtier sur des vidéastes qui normalement travaillent sur l'écran et ils passent tous en mode immersif dans un cadrage dans la visée pour directement être dedans. Donc il y a une... Les mecs sont jamais d'accord. Ah non, mais, et c'est ce côté magique que je trouve en fait où les deux professions sont en train de se rejoindre. Roland, est-ce que tu pourrais nous dresser le portrait robot des principales
caractéristiques photo du Z9? Ergonomie, important, à travers la prise en main, à travers les automatismes, les différents boutons, l'autonomie, etc. Portrait robot, confort d'utilisation, on a parlé de la visée, on a parlé de l'écran orientable, il faut travailler de façon confortable, on va rajouter le blackout, ok, ça c'est la partie. Ensuite on va mettre un petit peu de technologie, donc la clé de ce boîtier-là c'est un processeur surdimensionné et un capteur extraordinaire, et les conséquences de tout le reste sont liées à ça. Et puis après, c'est sa polyvalence, que l'on fasse de la photo, de la vidéo, puisque pour moi, image fixe ou image animée, c'est plus des histoires de production ou de clients derrière. Mais ce produit-là permet de répondre à toutes les productions images. Même question, côté vidéo, quelles sont les caractéristiques principales de cette caméra qu'est le Nikon Z9? Les mêmes finalement, de l'ergonomie pour faire de la vidéo en animalier à l'autre bout du monde, parce que le boîtier est confortable, etc. Et puis ensuite on va rajouter les optiques Z qui sont très importantes, avec les focus briefing et tous les traitements derrière. Et puis finalement, là où Nikon était attendu, qui sont ses qualités de fichier. Le fait de faire de la 8K jusqu'à 2 heures, ça permet d'appréhender la captation, et notamment de faire du multicaméra à travers une seule caméra. Le fait d'avoir du RAW qui devrait arriver, ou d'avoir du ProRes et d'avoir en natif, en interne, d'avoir du 10 bits en 4.2.0 et 4.2.2, c'est un réel plus sur la post-production derrière. Et la stabilisation quand même, ça c'est super important. Quand on passe du D6 au Z9, ça fait partie, sur un boîtier pro, c'est un argument qui devient très important, notamment en vidéo. Oui, et puis le côté magique des stabilisations, parce qu'on a parlé un petit peu de la baïonnette, on n'a pas du tout parlé des contacteurs, mais il y a une communication qui se fait en permanence entre l'optique et le boîtier. La stabilisation est notamment une très belle illustration là-dessus, mais il y a plein d'autres choses qui passent dans ce flux, oui. Puisqu'à titre indicatif, pour ceux qui aiment bien les chiffres, on a quand même une communication qui est entre 10 et 100 fois plus rapide que sur les générations F. Mais ça veut dire que si on met des optiques F, par contre, avec la bague, ça fonctionnera quand même? On garde les caractéristiques de l'optique EF, tout à fait. Entièrement. Ouais, voilà. L'optique EF ne devient pas plus performante. Non. Elle est telle quelle. Roland, donne-nous 9 raisons d'acheter un Nikon Z9. 9 raisons, juste 9. Laisse-moi réfléchir. Fallait l'appeler Z8, il y en aura une de moins. Z8, ouais. Non, à la limite, si on va structurer, on va se dire qu'on a des raisons techniques, on va se dire qu'il y a des raisons d'usage, puis on va se dire qu'il y a des raisons complètement irrationnelles. Donc là, il faut que j'en trouve 3 de chaque. Technique, ouais, la force du processeur, ça paraît logique, on en a parlé. La capacité du capteur et toutes les conséquences derrière. Et puis toute l'innovation dans le système autofocus et dual stream, confort de visée. Donc là, je pense qu'on a la partie technique. La partie usage, l'ergonomie, Julie l'a dit à plusieurs reprises. La polyvalence, pour moi, c'est beaucoup d'important. Un outil qui est multiprofession, c'est là où Nikon a surpris tout le monde. Et puis pour moi qui suis nikoniste depuis quelques temps, la rétrocompatibilité. Parce que finalement, pourquoi ne pas mettre une vieille optique AIS qui a plein de défauts sur de la gestion de la lumière et qui va faire une écriture vidéo qui sera atypique? Finalement, la photographie, c'est aussi du jeu. Donc ça, je mettrai ça côté usage. Et puis il faut que j'en trouve 3 pour le côté irrationnel. Ouais, on va y aller côté ego. C'est l'appareil le plus puissant du marché actuellement. Ok, donc c'est une belle raison de l'acheter. Et bam. C'est Noël bientôt. On peut se faire plaisir. On est là pour consommer. Mais il sera là pour Noël? Non, on va le précommander à Noël. Bon. On va laisser les arts à Noël et puis on sera livré dès qu'on pourra livrer, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, c'est compte tenu de tout ce qu'il a dedans, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Julie, le mot de la fin. Je n'ai rien à rajouter. Cet appareil est bluffant et j'attends qu'il arrive. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Roland, Julie, avez-vous bien compris la consigne? Oui, Arthur.
Alors, c'est parti. Première question qu'il t'est destinée, Roland, qui nous vient d'un certain Mr. Pat. Mr. Pat se demande si le Nikon Z9 est aussi bon ou meilleur que le D6 en basse luminosité. Ça sera différent. Ça sera différent parce que déjà, son échelle de sensibilité ne monte pas. Après, en matière d'autofocus, il me semble qu'ils accrochent aussi bien. Sur les sensibilités de 5-6 000 ISO, j'ai la sensation que le Z9 a une dynamique plus importante, a une conservation des couleurs plus importante. Et là où par contre le Z9 m'a complètement bluffé, c'est photos dans le noir complet où je me suis retrouvé à faire... j'y voyais rien à l'œil en fait. 30 secondes, bref. 30 secondes. J'avais pas compris le timing. Et sur un temps de pause très long, on n'y voyait rien. C'était la conservation des couleurs sur l'image finale. Il y a les renseignements généraux qui vont se ruer dessus aussi pour... Alors, ça peut être des possibilités. Je pense qu'il y aura d'autres atouts. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, qui est le mode RED, je crois qu'il s'appelle comme ça dans la traduction. C'est un mode en fait qui permet de tout passer au rouge et de faire en sorte que le boîtier ait zéro émission, mais que l'on puisse continuer à travailler derrière. D'accord, la petite fonction cachée dans le sous-menu. Bon, on avait dit 30 secondes, hein, on se ressaisit. Deuxième question qui t'est destinée, Julie, qui nous vient de Seb dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Seb ? Qu'est-ce qui te plaît autant dans le motocross ? C'est une passion que j'ai depuis très longtemps, via mes parents, parce que j'ai toujours baigné dedans. Moi, aujourd'hui, c'est retranscrire l'émotion à travers mes images. Et à travers le motocross, j'ai toute cette partie concentration d'avant-course et j'ai toute cette partie émotionnelle d'après-course et pendant la course également. Et t'en fais toi-même ? J'ai la possibilité d'en faire. J'ai une petite YCF qui m'est prêtée en collaboration avec la marque. Très bien, troisième question qui t'est destinée, Roland, et qui nous vient de Enon Productions. Quand est-ce que Nikon va ouvrir la monture Z à Sigma ? Bonne question là-dessus, parce que quand on a annoncé les Nikon Z, on avait annoncé également que les différentes optiques tierces devraient arriver dans les 3 ans. Elles ne sont toujours pas là. Pourtant, il y a j'ai vu arriver des optiques chez... Samyang, non, j'en ai une autre en tête qui ne me revient pas. Tac, c'est pas grave, je sais qu'il y a une autre marque. Je sais que les gens de chez Sigma tiennent le discours comme quoi c'est Nikon qui bloquerait des brevets. Nous, en interne, j'ai pas du tout confirmé ça, j'ai pas eu retour de ça. Et je pense que la principale difficulté, c'est pas lié aux formules optiques de par la baïonnette, c'est lié en fait à toute la communication qui se fait entre l'optique et le boîtier et à travers toutes les informations qui passent. Je continue avec une question qui t'est destinée, Julie, qui nous vient de Titi33. Faire des photos en rafale sans entendre le moindre bruit, est-ce que c'est pas perturbant ? Pour ma part, non, ça ne l'était pas. Je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait avec et sans, et ce n'est pas perturbant. oui, d'autant que, comme on l'a dit dans l'émission, on peut simuler le bruit du déclenchement. Exactement. Si c'est trop perturbant de ne pas l'avoir, on le rajoute et on l'a. Et on a 2 modes différents. Merci Julie, c'est très clair. 15 secondes. Ouais, il est meilleur que moi sur les timings courts. Hein. Bam. Julie, pourquoi Z9 et pas Z8 ? Je ne saurais pas y répondre. Bon, on attend quand même la fin du chrono. Autre question qui t'est destinée, Roland, qui nous vient de Pleurote24. J'ai un D850, le meilleur réflexe jamais conçu selon moi. Est-ce qu'il y aura un remplaçant ? Or, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais répondre si on va continuer ou non à développer des réflexes. Au nom de Nikon, je ne peux pas répondre. En mon nom personnel, j'ai plutôt tendance à observer. J'ai l'impression qu'on reproduit un petit peu ce qu'on a vécu dans le passage de l'argentique au numérique, où on a des boîtiers qui sont complètement aboutis et, comme elle dit, le meilleur du monde. Et que tant qu'on aura des personnes qui vont les acheter, on va les produire. Le dernier réflexe sorti, c'est le D780, c'est ça, non ? D780, oui. Et D6 juste avant. Et aujourd'hui, le trio, c'est 780, D6 et D850. Et enfin, dernière question, une question signée par mes soins, une question qui tue. Si vous pouviez ajouter une fonctionnalité au Nikon Z9, qu'est-ce que ce serait ? Roland, tu commences. Soit technique, un petit plugin sur le fait de changer le son. Non, ça peut être drôle.
Et sinon, l'étape d'après, c'est quoi? C'est que pour les professionnels, ils facturent directement les images à la transmission. Wow. C'est un peu gros, ça. Moi, je partirais sur la partie facturation qui facture directement au client. Bah, tu vois, on est en phase. On ne s'est pas concerté. Je tiens à dire qu'on découvre les questions. Ah bah oui. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Julie, Roland, c'était un véritable plaisir de vous avoir avec nous à nos micros pour parler de cet incroyable appareil qu'est le Nikon Z9. Julie, quelle est ton actualité en ce moment ? En ce moment, c'est la fin de ma saison. Après toute une saison avec plus de 21 épreuves malgré le Covid, j'ai pu quand même parcourir le monde. Donc, place à un petit peu de vacances, mais vous pourrez toujours suivre l'actualité car je vais continuer à poster et à dévoiler certaines de mes images avec le Z9 et sur ma saison qui vient de se dérouler. Et la prochaine épreuve, rendez-vous au Touquet, début janvier. Merci Julie, c'était un plaisir de te rencontrer. Roland, l'actualité de Nikon en ce moment, qu'est pas ça ? Non, c'est une gamme qui marche très bien entre les ZFC, les Z50 et les Z6 II, Z7 II. L'actualité, c'est plutôt les promotions de fin d'année. Et l'actualité, c'est plutôt... n'hésitez pas à aller voir vos revendeurs parce que réellement, avoir dans sa ville un magasin photo avec des spécialistes qui sont formés, qui ont du stock, qui connaissent leur métier, qui ont des valeurs ajoutées de service, non, c'est important de faire travailler le commerce local. Merci beaucoup Roland en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà pour cette émission spéciale Nikon autour du nouveau hybride Z9. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission sur l'achat et la vente de matériel photo d'occasion. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.